Salut Mathilde, Bonjour Emmanuel. comment vas-tu? Eh bien, ça va très très bien et toi? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qu'on a constaté toutes les deux qu'il n'était pas énormément abordé, parce que c'est un sujet qui peut être très tabou et qu'on ne connaît pas forcément, mais que beaucoup de personnes subissent, et c'est la laxophobie. Et je voulais te faire intervenir sur le sujet parce que tu as une expertise sur ce sujet-là et que voilà, j'aime beaucoup ton approche et donc j'avais envie d'intervenir, enfin en tout cas que tu interviennes à mes côtés aujourd'hui. Ouais, merci infiniment pour ton invitation. C'est vraiment un privilège de pouvoir effectivement parler de cette problématique qui n'est pas suffisamment partagée et qui est pour le coup très importante, souvent un peu mis derrière le rideau et en fait qui concerne pas mal de monde. Ouais, exactement. Et donc du coup, bah, avant de parler un petit peu plus en détail de la laxophobie, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis bah, expliquer pourquoi toi tu t'es intéressé aux troubles digestifs et justement la laxophobie? Eh bien oui, bien sûr. Alors du coup, moi je suis donc thérapeute spécialisée dans les troubles digestifs et particulièrement dans l'anxiété qui est liée aux troubles digestifs et la laxophobie. Donc moi j'ai une formation donc de yoga thérapeute, de thérapeute en programmation neurolinguistique, en technique de libération émotionnelle et j'utilise surtout en fait le corps pour pouvoir apaiser, soulager donc au niveau symptomatique, hein, au niveau du digestif et surtout au niveau de l'anxiété qui vient se nicher au niveau du ventre et qui vient souvent paralyser ces personnes qui ont peur d'avoir une crise digestive. Ouais. Euh, et puis après, comment je suis venue à là, tout simplement parce que de mon expérience, j'ai été diagnostiquée en 2013 de la maladie de Crohn et du syndrome de l'intestin irritable. Donc ça a été évidemment un énorme chamboulement dans ma vie. Ça a été douloureux, ça a été difficile et puis surtout, c'est que cette expérience m'a vraiment développé une anxiété très profonde et une anxiété qui s'est aussi figée dans mon ventre. Je ne connaissais absolument pas le terme de laxophobie à l'époque, mais en fait, c'est exactement ce que je ressentais dans l'appréhension des situations à venir dans lesquelles je n'avais pas la maîtrise ou le contrôle, je dirais même, des toilettes. Dans laquelle j'avais peur de perdre le contrôle de mon ventre, de ma digestion. Et donc, petit à petit, à l'issue donc de ce diagnostic, à l'issue un petit peu de cette phase où j'ai complètement subi ma maladie, où j'ai subi les symptômes, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à différentes approches, notamment des approches qui passaient par le corps, puisque à l'époque, j'étais complètement déconnectée de mon corps, j'avais envie de me désassocier de mon ventre et de le jeter à la poubelle, puisqu'il ne m'aidait pas beaucoup. Eh bien, et ces approches corporelles m'ont permis de me retrouver, de retrouver une certaine unité et de mettre de côté aussi l'identité à la maladie, d'arrêter de m'identifier à mes symptômes digestifs. Et donc, j'ai fait ce cheminement personnel, ce qui m'a mené à cette vocation, à cette envie, par la suite de moi-même aider, accompagner, soutenir les personnes qui se retrouvent dans cette même situation. Et mine de rien, il y en a beaucoup. Aujourd'hui en France, il y a presque une personne sur deux, une personne sur trois qui a des problèmes digestifs. Et on sous-estime à quel point l'anxiété, la place de l'anxiété dans ces troubles digestifs. Bien sûr, hein, voilà, il peut avoir une cause digestive structurelle ou voilà, au niveau au fonctionnel, mais il peut tout à fait, ça peut être tout à fait uniquement l'anxiété qui vient ou exacerber ces troubles digestifs ou bien juste l'anxiété toute seule qui vient voilà, s'exprimer à travers le ventre.
Ouais, complètement. Et tu l'as dit à juste titre, et même moi j'en ai souffert hein, de toute façon de l'axophobie. Et pourtant, moi, c'est plus ce syndrome de l'intestin irritable, mais comme quoi on se rend compte que c'est un tas de troubles digestifs qui peuvent mener à ces répercussions-là. Et comme tu le disais, des fois, c'est aussi cette anxiété digestive qui vient et qui peut venir exacerber aussi les symptômes. Donc, il y a vraiment un effet de serpent qui se mord la queue. Et tu as dit quelque chose de très intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'axophobie, donc qui est la peur effectivement de perdre le contrôle de son ventre, de ne pas trouver de toilette si on est pris d'une diarrhée impérieuse. Enfin voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Mais toi, tu parles d'anxiété digestive et du coup, tu as vu une nuance un petit peu entre les deux. Est-ce que tu peux un peu plus nous l'expliquer? Oui, complètement. Alors en fait, à force de pratiquer, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont effectivement cette crainte, cette peur de perdre le contrôle donc dans des situations difficiles pour elles. Donc ça peut être juste sortir de chez elles, aller au restaurant, aller à un concert, mais qui arrivent encore à gérer cette peur. C'est-à-dire que elles sont encore dans cette maîtrise de leur corps, elles arrivent encore plus ou moins à se raisonner, ou en tout cas, cette peur n'est pas dirigée vers toutes les sphères de leur vie professionnelle, intime, sociale, etc. Donc, il y a encore de la maîtrise. La peur ne les submerge pas, ne les paralyse pas, mais quand même, elle s'immisce dans certaines sphères de leur vie ou voilà, à une certaine mesure. Donc, ça devient quand même handicapant, mais c'est OK, c'est encore gérable. Et donc, évidemment, l'anxiété digestive, on est bien d'accord, c'est pas un terme médical, hein, c'est plutôt moi qui l'appelle comme ça parce que je trouve que concrètement, bah, ces deux mots illustrent bien ce que ça veut dire. Après, effectivement, le degré au-dessus, c'est la laxophobie. Est-ce que tu souhaites que j'en parle maintenant pour décrire? Ou- Ouais, oui, Ouais, oui, tu peux, ouais. comme ça met, ouais, comme ça, on peut comprendre un petit peu plus les deux. Et toi, les nuances que tu as vues justement par rapport entre l'anxiété digestive et la laxo. Ok. Et alors, donc, du coup, donc, le degré au-dessus, ça va être la laxophobie. La laxophobie, c'est une vraie phobie. Une phobie, c'est une peur irrationnelle et intense qui vient paralyser la personne. Il y a une sorte de figement au niveau du corps qui se fait. Et là, en l'occurrence, c'est une phobie qui est spécifique, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'objet, enfin, qui est les toilettes, et qui, rien qu'en pensant à cette situation, par exemple, d'être dans les transports en commun, et de ne pas pouvoir accéder aux toilettes de manière immédiate vont paralyser la personne. Elle va ressentir des symptômes physiques, donc déjà au niveau du ventre, certainement peut-être des spasmes, des serrements, les mains moites, une chaleur qui monte au niveau du corps, un petit peu les symboles, les prémices en fait d'une attaque de panique. Donc c'est vraiment à prendre très au sérieux. C'est une phobie et c'est important de le comprendre, que ça va bien au-delà du raisonnable, entre guillemets, c'est-à-dire du raisonnement, bien au-delà des pensées. Au contraire, c'est plutôt une manifestation un tourbillon de pensées qui vient écraser la personne et elle peut plus bouger. Voilà, en lien avec la situation des toilettes. Voilà, en gros. Ouais, ok, ouais, ouais, non, non, mais c'est très, ouais, ouais, on voit le côté figement d'un côté, enfin voilà, il y a le côté on est figé et tout ce que tu as dit, moi je me revois il y a quelques années et c'est vrai qu'après je pense que ça s'est adouci en anxiété digestive et après, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, mais du coup moi je corrèle ça toi tu l'as peut-être remarqué aussi, vraiment à titre d'expérience, moi je travaille forcément sur la partie plus physiologique de par la naturopathie et je me suis rendu compte que le fait d'aller mieux aussi d'une manière digestive a soulagé mes symptômes d'anxiété digestive et de laxophobie. Mais toi, tu as remarqué qu'il y avait différents publics parce que tu as ceux qui, toi, c'est pas forcément le même schéma que moi j'ai vécu. Donc, je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, mais tu vois, je trouve qu'il y a différents Ouais. profils qui vont souffrir justement d'anxiété digestive et de laxophobie. Oui, c'est tout à fait juste, exactement. Donc du coup, de ce que j'ai remarqué, il y a, on va dire, trois typologies de personnes. Il y a les personnes qui ont une maladie donc inflammatoire, comme de digestif, de Mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc du type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Et en fait, du fait des symptômes, donc c'est souvent diarrhée en continu, donc des crises qui sont impromptues, c'est très difficile de les maîtriser avec des traitements effets secondaires, là aussi, qui sont vraiment pas évidents à gérer et appréhender.
Et donc, du coup, du fait de ce contexte-là, effectivement, bah, il y a une appréhension qui se met en place et qui peut se transformer en une anxiété digestive ou en une laxophobie. Donc, première typologie de personnes, c'est ces personnes qui souffrent d'une maladie inflammatoire. La deuxième, c'est troubles fonctionnels. Donc, comme pour toi, Emmanuel, tu disais syndrome de l'intestin irritable. Et là aussi, en fait, le fait de ne pas comprendre en plus la logique de son intestin. Donc, on sait, on a un diagnostic, c'est un trouble fonctionnel. Souvent, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas forcément, sachant Ah qu'il y a oui, tout le monde exactement. avoir, voilà. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a, voilà, c'est un diagnostic d'éviction, donc c'est vrai que c'est toujours très flou et on n'a pas forcément de réponse derrière pour pouvoir soulager les symptômes, effectivement. C'est ça, et puis avec plusieurs manifestations, tu as les diarrhées, les constipations, alternance constipation-diarrhée. Parfois, ça s'exprime, on ne comprend pas pourquoi. D'autres, tu disais un régime d'exclusion. Souvent, on met en place des choses, mais en fait, à certains moments, bah, ça ne marche pas du tout. Et puis, à d'autres, ça marche. Enfin, bon, c'est aussi assez compliqué. Et cette complexité, justement, fait que là aussi, ça peut se transformer en anxiété digestive, en laxophobie, parce que comme on ne maîtrise plus rien, eh bien, on va aller dans le contrôle, ça on pourra peut-être en parler, cette notion de contrôle, ou dans l'évitement pour essayer que tout ça, ça marche comme il faut. Et bah, plus on fait ça, malheureusement, il y a peut-être un soulagement temporaire, mais pas sur la durée, ça s'emballe. Et la peur, hein, l'anticipation, l'appréhension s'installe. Donc ça, c'est le deuxième profil. Et le troisième profil, c'est souvent des personnes voilà, c'est des personnes qui ont un profil souvent anxieux, hein, et qui, à la base, depuis très jeune, par exemple, ressentent cette anxiété, cette fragilité, hein, au niveau de leur équilibre psychique, cette anticipation des situations. Et puis, à un moment donné, eh bien, cette anxiété vient se figer dans le ventre. Et donc, d'anticipation, eh bien, elles vont avoir des crises ou peur d'avoir des crises au niveau digestif. Voilà. Mais après, même dans ces trois types de profils, il y a plein de nuances. Ouais, c'est sûr, Ça c'est peut sûr. du jour au lendemain. Ça peut être, et peut-être qu'on peut parler des déclencheurs aussi. Il y a une Ouais, personne, complètement. Dis-moi, vas-y, dis-moi en plus. C'était un peu la suite de toute façon de ce ouais. que j'allais. Pardon, j'ai un peu Eh coupé le bien, micro. bah, par exemple, une personne qui a une maladie chronique inflammatoire, on en parlait, une Mickey, peut ne pas souffrir de laxophobie. C'est pas forcément, voilà, ça ne, on n'est pas obligé de souffrir de laxophobie quand on a une Mickey ou un trouble fonctionnel. C'est uniquement la façon dont on va appréhender la situation. Donc, ça peut être du fait d'une anxiété sous-jacente aussi, peut-être d'une fragilité à la base qui vient contribuer ce trouble déjà existant. Ça peut être une situation, donc à un moment T, où effectivement, bah, à un moment donné, on est coincé dans la voiture, on doit s'arrêter en urgence et en fait, bah, pour pas se faire dessus, eh bien, on va aller derrière un arbre sur l'autoroute ou voilà, dans un lieu public. Ça, c'est arrivé à quelques-uns de mes clients où, voilà, où c'est un peu comme un traumatisme où ils disent, voilà, j'ai dû m'arrêter et j'ai dû aller à la selle un peu m'exonérer comme un chien, quoi. C'est vraiment, et pour eux, il y a les mots sont très forts, hein. Donc, c'est à partir du moment où l'expérience a été vécue de cette façon-là, comme quelque chose de traumatisant, comme quelque chose qui émotionnellement en fait n'a pas été digéré, hein, c'est un peu des jeux de mots, mais c'est vraiment ça. Eh bien, voilà, ça peut être un point de départ justement à cette crainte qui va peut-être quelques mois plus tard se réactiver. Et au début, on fait peut-être pas forcément le lien, mais en fait, bah, il y a potentiellement un lien. Là aussi, encore une fois, il faut aller un peu plus dans la finesse hein, de chaque personne, de chaque situation. Mais voilà, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être aussi dans l'enfance, par exemple, un cadre qui n'est pas forcément très bienveillant, avec des injonctions, des commentaires, attention, à les toilettes, ça va sentir mauvais. Ah, quand il va, ça sent vraiment mauvais. Ou ça peut être mange pas, ou même par rapport au lien au corps aussi. Donc là, on peut parler aussi de bah, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Qu'est-ce que ça va enclencher? La peur aussi bah, que ça sorte d'une manière non féminine ou non, voilà, que ça sente pas la rose. Voilà, pas mal de choses aussi qui peuvent contribuer et venir aggraver par la suite
ces sensations de crainte hein, par rapport à son système digestif. Ouais, ouais, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est ce que, bah, de toute façon, c'est ce que toi tu constates et ce que tu vis au quotidien avec les personnes que tu suis. Et moi, c'est pareil parce que je me rends compte, et on voulait en parler aussi un petit peu, ça c'est à toutes les échelles de vie que l'anxiété digestive et la laxophobie, elle touche. Et je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as plus de femmes que d'hommes dans tes consultations? En tout cas, on va genrer de cette manière-là, mais tu vois, Ouais. toi, tu rencontres plus de quel profil? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'au début, j'avais que des femmes. Tu vois. J'avais que Ouais. des femmes et je me suis dit, bon, alors effectivement, alors je sais que ça touche les hommes, hein, bien sûr, mais est-ce que c'est la difficulté à s'exprimer sur ce sujet-là? Parfois, les hommes sont plus à l'aise à parler de ces thématiques-là. Bon, parfois pas, enfin, bon, c'est pour pas généraliser, mais c'est assez intéressant. J'avais que des femmes et là, dernièrement, j'ai vraiment pas mal de demandes d'hommes. Donc, c'est pas à l'équilibre, hein, mais là, je commence effectivement à avoir de plus en plus de demandes. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme quoi ça Ouais. touche. Ouais, 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 non, mais c'est bien, ça veut dire que les hommes aussi s'écoutent un petit peu plus sur ce sujet, là où je trouve que sur la partie bien-être et prendre soin de soi, on est encore un petit peu plus en décalage. Mais ouais, mais parce que tu as dit, tu vois, même par rapport, parce que moi, du coup, j'ai vraiment principalement que des femmes en accompagnement, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport au corps, à la féminité. Enfin, tu vois, on sent que c'est un sujet tabou parce que ça vient toucher aussi ces sphères-là. Et c'est très intéressant. Enfin, tu vois, tout ce que tu dis sur le sujet, parce qu'on se rend compte Ouais. que socialement, émotionnellement, professionnellement, enfin, ça vient toucher. Dès qu'ici ça coince, en tout cas sur le ventre, on se rend compte que ça vient se répercuter sur toutes les sphères quand même de la vie. Et ça, c'est ceux qui ne le vivent pas ne n'arrivent pas à le comprendre. Moi, je le comprends, toi aussi. Pour ça qu'on fait ce métier-là d'ailleurs, mais ouais, c'est très intéressant. Ouais. Très Oui, intéressant. complètement. Et puis culturellement, ça dépend le lien qu'on a justement à son système digestif, à ses selles. Voilà, il y a des personnes qui peuvent en parler de manière tout à fait crue, directe, etc. Pour d'autres, mais c'est dur, hein. Je veux dire, il y a quelque chose de très intime, de très et donc voilà, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de cercle ou d'espace pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le verbaliser. Il leur manque des mots, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident. Et la différence entre les hommes et les femmes, en tout cas de mon expérience, hein, c'est intéressant, c'est que les hommes vont pouvoir plus s'exprimer entre copains, allez hop, ils vont parler de caca, de machin, etc. Ça y va, ça reste assez facile, entre guillemets. Ce qu'une fille n'a pas forcément, alors il y en a complètement qui sont tout à fait à l'aise, mais en tout cas, de ce que je vois, il y a plus, c'est un peu plus limité. C'est-à-dire, il y a quand même l'appréhension de dire, bon, bah là, je vais devoir sortir du restaurant pour aller aux toilettes. Ou qu'est-ce qui, c'est souvent les questions qui reviennent, c'est qu'est-ce que les personnes avec qui je suis vont dire quand je suis au restaurant, si je dois me lever une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si ça dure longtemps, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si il y a quelqu'un qui passe après moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc il y a aussi ce côté où le jugement des autres et le regard des autres, de ce que je vois, est encore plus important chez la femme que chez l'homme. Alors après, encore une fois, peut-être que je fais un raccourci, et puis ça dépend des hommes, ça dépend des femmes, mais c'est vrai que ça revient énormément. D'où aussi cette phobie sociale hein, qui s'installe, parce qu'il y a la laxophobie, puis il y a aussi les autres phobies qui en découlent, hein. Voilà, la Ouais, peur ça, du... on peut en parler aussi, parce qu'on avait échangé vraiment en off sur ce sujet aussi, mais je te laisse ouais, continuer, parce que c'est très intéressant aussi ça. Oui, bah, donc du coup, oui, c'est ça sur ce sujet, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que la problématique de l'homme, c'est aussi le fait qu'il se rende compte que bah, voilà, il arrive plus au niveau de sa vie sociale, effectivement, il n'y arrive plus, il a du mal à raccrocher avec sa vie sociale, mais il s'enferme pas non plus complètement. Il y a ce côté où il peut quand même l'exprimer. Et il y a aussi un point qui est important, et je pense que c'est vraiment important c'est essentiel d'en parler, c'est dans la vie intime aussi. Parce que j'ai beaucoup de personnes ou qui essayent de reconstruire leur vie et donc ou qui voilà sont qui ont eu plusieurs relations et qui voilà ça a pas marché, qui veulent recommencer ou voilà ou il y a plein de cas de figure ou qui sont très jeunes, qui commencent leur première relation, voilà. Et dans leur vie intime, c'est extrêmement dur ou d'être vraiment à l'aise.
d'être vraiment bien. C'est-à-dire que là aussi, il y a des personnes en couple, ils arrivent à en discuter, c'est OK, mais ça quand même, donc ça permet à la personne qui souffre de l'axophobie d'un peu de se détendre par rapport à ça, mais c'est quand même très présent et c'est pas facile parce qu'il y a la culpabilité qui se met en place par rapport au conjoint ou à la conjointe de ne pas pouvoir faire certaines choses. Et voilà. Ou à l'inverse, il y a ce soutien bienveillant, etc. Mais bon, ça reste quand même un point de blocage parce que la personne aimerait faire des choses, mais elle n'y arrive pas. Et puis, il y a aussi, dans, par exemple, les nouvelles relations où dormir avec son conjoint, sa conjointe, les premières fois, etc., c'est un martyr. Et là, bon, on divague un peu, mais je trouve que c'est important quand même de le mentionner parce qu'on n'en parle pas assez Non. et à quel point ça peut être vraiment un poids, une charge mentale, émotionnelle forte hein, pour Ouais. ce genre de contexte-là, qui font partie des contextes de la vie et qui sont importants. Mais c'est ça, et qui en plus à la base sont vraiment des bons moments, mais qui peuvent être déjà des fois un petit peu stressants. Et c'est vrai que quand on sent que le ventre est Ouais. fébrile et qu'en plus il y a des peurs, du coup, là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, les répercussions, elles sont folles. Enfin, c'est vraiment, puis entre la culpabilité de pas être une personne, enfin, tu le disais, moi, c'est vraiment ce que j'entends le plus. C'est les personnes qui arrivent pas à suivre le reste de la famille et qui, du coup, vont la ralentir dans les activités du quotidien, ou du coup, ça tourne un petit peu encore plus autour d'elles. Et vraiment, ouais, l'histoire des rencontres, ça, c'est l'enfer. Déjà, je trouve que, moi, pour en parler dans mon quotidien de femmes, juste avec des femmes qui n'ont pas de troubles digestifs, déjà, les débuts de relation, c'est un sujet qui reste encore très ancré et c'est assez tabou. Mais alors en plus, quand on a des troubles digestifs qui sont chroniques, pas bien gérés, où on sait que le ventre peut flancher à n'importe quel moment pour X ou Y raison, c'est très très, ouais, très très invalidant. Franchement, il y a... Et c'est bien que tu en parles parce que ouais, c'est un sujet, je trouve, qui effectivement n'est pas encore assez abordé et qui pourtant touche vraiment beaucoup de monde. Mm. Ouais, Ouais, ça, pour ouais. essayer d'être léger un petit peu sur ce sujet-là et dire que voilà, si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul et que Exactement. voilà, on le C'est tout. verbaliser. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, alors un petit peu, bah, là, c'était un petit peu plus la dernière question que moi je voulais te poser, c'était par rapport aux solutions. Toi, si tu avais déjà quelques petites pistes à donner, voilà, Mm. pour pouvoir aider sur ce sujet, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais. Alors, du coup, moi, ce que j'ai constaté déjà, donc, de mon expérience personnelle et puis maintenant au niveau professionnel, au niveau de ma pratique, c'est que c'est indispensable de comprendre, enfin, de passer par le corps, tout simplement, de passer par le corps. Pourquoi? Parce que quand on souffre de l'axophobie, justement, ces peurs intenses et irrationnelles viennent se figer, viennent nous figer, viennent figer notre corps, viennent nous paralyser avec tous ces symptômes physiques qui viennent s'immiscer, c'est-à-dire réaction digestive, que ça soit serrement, spasme, coup de couteau dans le ventre, enfin bon, toutes ces différentes manifestations au niveau digestif, que ce soit au niveau de l'accélération cardiaque, des sensations de chaleur, serrement de la gorge, on a l'impression d'avoir vraiment la gorge nouée, on ne peut plus parler, d'avoir la mâchoire qui soit très très serrée. Alors bon, à chacun son symptôme, mais c'est primordial de comprendre que cette peur vraiment nous paralyse dans notre corps avec ces manifestations corporelles. Et que le cerveau, lui, il va recevoir cette information que le corps n'est pas bien, que le corps est en alerte rouge et donc du coup que le cerveau doit être en alerte rouge. Et à force justement d'avoir ces peurs et en plus d'essayer comment dire, de compenser avec une certaine logique mentale hein, quand on le peut, en disant mais tu ne devrais pas faire ci, mais qu'est-ce que tu fais, en plus à cause de toi on ne peut pas sortir, ou voilà, on se maltraite un petit peu mentalement, eh bien on a ce cercle vicieux qui s'installe, qui se met en place, donc le cerveau sécrète des hormones avec tout ce qui est marqueur du stress, cortisol, etc., pour nous sauver, pour réagir à ce danger du corps. Donc, du coup, le corps reçoit, enfin, en gros, hein, je la fais de manière très vulgarisée, mais en gros, reçoit ce message, donc il se fige encore plus, etc., etc. Et ce qui est très important, c'est que pour venir casser ce cercle vicieux, il faut réintégrer de la sécurité dans le corps. Il faut que le corps puisse baisser ses tensions, puisse ressentir du soulagement, des sensations agréables,
puisse se réassocier. On parlait du ventre tout à l'heure, donc notamment le ventre, quand il marche pas, on a envie de le mettre à la poubelle, on comprend pas, on est en divergence. En fait, c'est la guerre à l'intérieur. Enfin, on est en état de lutte, d'hypervigilance. Et donc, le but, c'est de retrouver cette unité. Pour ressentir des sensations agréables et puis que hormonalement notre cerveau puisse interpréter ces sensations agréables et se dire ah, là, c'est OK, tout va bien. Je peux calmer mon hypervigilance parce que mon corps est OK. Le cerveau ne croit que ce qu'il y a dans le corps. Si le corps n'est pas bien, le cerveau n'est pas bien. Et inversement d'ailleurs. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est essentiel via le corps, travailler sur le système nerveux. Le système nerveux marche avec une branche du danger qui est indispensable pour notre survie et une branche de la détente. Et le problème, c'est quand on est que dans cette situation de peur, donc dans la laxophobie notamment, eh bien, on reste figé dans cet état d'hypervigilance. C'est l'alerte rouge, c'est l'état d'alarme, etc. Et l'état de détente, bah, il n'arrive pas à s'adapter, à s'équilibrer. Et donc, en passant par le corps et en réintégrant des sensations agréables, des sensations neutres, des sensations de où on se sent en unité, on se sent en complétude, on se sent en sécurité, eh bien, ça permet de stimuler via le nerf vague la branche de la détente et qu'elle puisse s'équilibrer avec la branche du danger. Tiens, tiens, il n'y a plus de danger. Ok, je peux baisser mon hypervigilance. Mon corps va bien. Hop, je rééquilibre avec la branche de la détente. Sachant que la branche de la détente, c'est elle qui déclenche la digestion. Et c'est là où on rentre dans un cercle vertueux, où on casse justement ce cercle qu'on a mis en place de peur et de réaction, de surréaction, d'anticipation, de contrôle, pour réamener de la sécurité, de l'unité dans le corps. Et ça, c'est la première étape. Et c'est important de comprendre que pour pouvoir désenclencher cette laxophobie, pour pouvoir s'apaiser sur cette laxophobie, c'est un cheminement. Mais la première étape, c'est la sécurité. Passer par le corps pour retrouver de la sécurité. Et la deuxième étape, c'est retrouver la confiance dans son ventre, comprendre comment il fonctionne. Parfois, justement, comme on a l'impression que tout ce qu'on met en place, ça marche pas. Alors, on part un peu dans tous les sens pour essayer que ça remarche. Mais c'est un peu comme une voiture. Si on appuie sur le frein alors qu'on veut accélérer, bah, ça va pas marcher. Mais on fait comme on peut avec les ressources et les connaissances qu'on a. Et donc, du coup, essayer d'aller comprendre son corps, son ventre, en expérimentant, eh bien, ça nous permet de se dire, ah bah tiens, en fait, il fonctionne là. Quel est son bon fonctionnement? Comment je peux aller avec mon ventre et pas contre mon ventre? Comment je peux faire baisser cette lutte et me réallier avec mon ventre? Et donc ça c'est petit à petit la deuxième étape qu'on veut toujours en passant par le corps. Et donc retrouver confiance dans son ventre, dans son corps, et puis enfin retrouver confiance dans les situations qui sont difficiles pour nous. Et même si on a ces états de pensée en disant, voilà, ou d'anticipation, ici, il n'y a pas de toilette, ici, il n'y a pas de papier toilette, ici, il y a une queue aux toilettes, etc. Eh bien, c'est OK parce que en ressentant cette sécurité dans notre corps, en retrouvant confiance dans son ventre, dans son corps, eh bien, on se sent capable, en fait, de traverser cette situation avec plus de sérénité. Même si au début, ça peut paraître un petit peu difficile, même si au début, ça peut être, voilà, étape par étape, petit à petit. C'est vraiment progressif, s'exposer progressivement à la situation difficile. Et la finalité, c'est que finalement, on se rend compte qu'on ne pense même plus aux toilettes. Et voilà, ça c'est vraiment la finalité de la finalité. Mais c'est un cheminement et c'est important de comprendre que c'est, il y a quand même, ça marche. C'est vraiment ce cheminement qui va permettre de se détacher, de se rattacher à soi, de revenir à soi et de se détacher de ces pensées invasives et qui nous bloquent complètement et qui nous déclenchent des réactions corporelles. Et petit à petit, si vraiment toutes les briques sont bien installées, les unes après les autres, encore une fois, avec progression, avec patience, il faut du temps, avec motivation, il faut s'engager, il faut pratiquer. C'est avec tout ça en même temps, avec tous ces ingrédients en même temps, eh bien, au fil du temps, il y a cet apaisement de la laxophobie
qui se matérialise. Et voilà. C'était une très longue réponse. Non, non, ouais, non, mais c'est Pour, intéressant parce que ça. Non, non, mais c'est vraiment intéressant. Puis vraiment, ton approche, moi, je sais qu'elle complète la mienne, mais enfin, tu vois, il y a vraiment ton approche aussi. C'est à un moment, tu le disais, il y a des personnes qui ont des troubles digestifs qui ne souffrent pas de laxophobie. Donc, il y a quand même une souffrance qui est là, on va dire physique. Mais on a aussi cette réalité que des fois, les médecins n'ont pas les réponses. C'est ce qu'on se disait avec le syndrome de l'intestin irritable, la colopathie. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de choses en tout cas qui peuvent ramener à la cause de pourquoi. Bon, voilà. Et même pour les maladies de Crohn, des fois, et même les RCH, hein, parce qu'en fait, des fois, les traitements fonctionnent pas forcément tout de suite ou autre. Et donc, du coup, aussi, c'est de comprendre que si vraiment il y a vraiment une grosse alerte par rapport à la laxophobie, c'est important de travailler dessus parce qu'elle va pas disparaître du jour au lendemain. Et que aussi, il faut garder cette réalité qui est pas très vendeuse, hein, mais qui est celle-ci, c'est que des fois, les troubles digestifs, ils disparaîtront pas en totalité, ou en tout cas pas dans l'immédiat, et que du coup, s'il y a les troubles digestifs qui sont encore un peu présents, plus la laxophobie qui vient toujours rejeter de l'huile sur le feu, c'est important de comprendre que, bon, déjà, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner sur le sujet, et puis d'avoir conscience vraiment que les deux vont aussi un peu se compléter et que ben, si les troubles digestifs ne disparaissent pas complètement, on peut quand même travailler, tu vois, sur son rapport au corps pour pouvoir apaiser, tu vois, vraiment ce rapport où tu disais on n'est plus connecté, on n'est plus dans notre corps, on combat le ventre, tu vois. Et je trouve que ça, par contre, enfin, c'est important de l'avoir en tête que c'est pas parce que tous les troubles digestifs enfin, ne vont pas disparaître, ne vont pas Mm. être guéris si on parle vraiment du côté médical ou soulagés ou apaisés. Ça veut pas dire que la laxophobie, elle va pas forcément ne plus être là, tu vois. Enfin, Ouais. tu vois, c'est ça Alors, que je voulais effectivement. rajouter. Ouais. Et dans ma spécialité, tu vois, on dit que le poids psychique représente à peu près 60% de la douleur globale. C'est-à-dire qu'il y a le symptôme et il y a le poids psychique qui vient alourdir, exacerber le symptôme. Donc déjà, si on enlève les 60%, eh bien, on peut se concentrer vraiment sur la cause réelle aussi, sur, sur le symptôme en tant que tel, s'il y en a un. Donc le symptôme Ouais, peut complètement... exactement. Pour le coup, tu vois, moi, j'ai certaines personnes qui n'ont plus mal au ventre, quoi, qui n'ont Ouais, plus justement cette sensibilité parce que c'est pas un trouble effectivement fonctionnel ou inflammatoire. Et alors, effectivement, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est plutôt ce côté où, comme il n'y a plus de pensée autour du symptôme, eh bien, bah, le symptôme ou il est canalisé, ou il est complètement soulagé, ou voilà, il y a différents degrés effectivement qui font que en fait c'est OK. Et puis aussi, et ça c'est important de le dire, c'est qu'on va bien au-delà aussi d'un symptôme digestif, c'est que la prise en charge, elle est globale. La personne n'est pas que son symptôme, elle n'est pas son symptôme d'ailleurs, elle est bien d'autres choses. Et souvent, peut-être que tu as ça aussi en consultation, la première phrase c'est «Oh, j'ai des troubles digestifs depuis l'enfance». La question, c'est trouble digestif de quel fait? Est-ce que vous avez identifié ou est-ce que vos parents peuvent voilà, un petit peu préciser de pourquoi ces troubles digestifs? Ah, parce que j'avais peur d'aller à l'école. Ah, parce que j'avais peur d'aller au cours de tennis parce que, il y avait des enfants qui étaient méchants. Ah, parce que, etc. Et ça, c'est intéressant de comprendre aussi la façon dont on fonctionne. C'est aussi la peur, c'est aussi un instinct de protection, hein. On se défend comme si on voulait d'un coup se mettre dans un cocon, se recroqueviller et puis mettre une carapace autour de nous. C'est notre instinct de défense. Donc il y a ça, et puis il y a aussi tout ce qui nous compose. Il y a aussi tout notre mode de vie, tout ce qui nous fait plaisir. Il y a tout ce qui notre enfance, notre éducation, notre culture. On en parlait, notre monde hormonal. Alors là, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire Ah là-dessus. oui, 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 oui. Et dès qu'on vient un peu toucher à tous ces petits aspects, eh bien, on retrouve aussi cette unité. Il y a aussi ce côté où on comprend mieux, en fait, en prenant du recul, on comprend mieux ce qui se passe. Et donc, pour certaines personnes, ça peut être vraiment aussi très soulageant, cette prise en charge globale, qui tourne pas forcément que autour du symptôme digestif. Complètement, complètement. De toute façon, moi, c'est ce que je dis très ouvertement à chaque fois. Je suis une pièce du puzzle. Déjà, on n'a pas la capacité de dire que on pourra guérir quelqu'un. La personne peut aller mieux, c'est une certitude. Par contre, voilà, déjà, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de terme. Et vraiment, moi, je dis toujours que je fais partie d'une pièce du puzzle global, quoi, par rapport aux troubles digestifs. Toi aussi, d'ailleurs. Et des fois, on arrive en bout de piste. Des fois, on arrive au milieu. Et des fois, il faut compléter effectivement sur plusieurs approches.
Là où je trouve que des fois, et tu l'as dit, hein, c'est brique par brique, il faut passer, enfin, il faut aussi être dans l'action, il faut pouvoir aussi, enfin, toi, il y a plein de choses et c'est pour ça aussi que Ah des oui. fois, ben, tout ne se règle pas en un coup de baguette magique, parce que des fois, on a l'impression que, parce qu'il y a beaucoup de contenu un petit peu partout maintenant, même sur le sujet des troubles digestifs, on peut, avec trois plantes, aller mieux. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Mais globalement, il faut, si on veut être beaucoup plus précis, ça demande un petit peu plus de, bah, comme tu l'as dit, hein, tu sais, d'inquisition, quoi. Il y a ce côté où toi, tu disais, ça remonte depuis l'enfance. Moi, c'est ce que je regarde aussi au niveau des symptômes. C'est important parce qu'il y a une sensibilité digestive qui a installé des fois depuis très longtemps. Bon, 80% des personnes que j'accompagne, souvent, les symptômes sont depuis l'enfance. Mais enfin, vraiment, il faut comprendre que c'est pas juste une histoire de d'arrêter le gluten, le lactose. Et puis de ton côté, c'est pas juste de se dire, ah, je vais arrêter d'y penser, du coup, ça ira mieux. C'est très bien que ça fonctionne pas et qu'il y a un vrai travail à faire sur soi et c'est là où après, il faut être accompagné par des personnes qui ont l'habitude et qui ne font que ça parce que toi, tu ne fais que ça. Et donc, du coup, tu arrives aussi à affiner tout ce que tu as. Tu vois, ton expérience au fur et à mesure du temps, mais parce que tu te spécialises aussi dans ce sujet. Et ça, moi, je trouve qu'en termes de solutions aussi, c'est important de le dire, c'est que parfois tout seul, on n'a pas assez de recul et c'est pas juste en disant bah, je vais arrêter d'y penser ou je vais prendre voilà, du basilic et ça ira mieux. Bah non, malheureusement, parfois, c'est pas suffisant du tout. Ouais, ouais, aller chercher la cause réelle. Ouais, Le c'est ça. déclencheur. Ce qui est D'essayer négatif, de, ça passe. D'essayer Mm. d'aller le creuser en tout cas un maximum. C'est des fois on n'a peut-être pas forcément la réponse non plus, mais en tout cas on va amener des angles de réflexion que la personne n'avait peut-être jamais vus auparavant. Et je pense que ça doit être aussi ce que tu remarques la plupart du temps, mais des choses sur lesquelles on n'avait jamais mis le doigt et en fait on sait que ça fait partie du parcours digestif de la personne et Mm. ça donne des clés vraiment sur comment après elle peut aborder son ventre et parce que ça fait partie peut-être des déclencheurs bah, de pourquoi les troubles digestifs sont arrivés à un moment. Donc, c'est important, ouais. C'est important. Mm. Donc voilà, c'était un peu mon petit mot de la fin. Est-ce que toi, tu en as un aussi à ajouter pour clôturer cet échange? Eh bien, ce que j'aimerais ajouter, c'est que surtout, si c'est votre cas, si vous vous sentez en état voilà, d'anxiété digestive ou de laxophobie, c'est vraiment juste de pas lâcher, de pas vous dire, bah, tiens, c'est une fatalité. Moi, j'ai des personnes qui ont 24 ans qui se disent que ce sera pour toute leur vie. Et non, c'est pas normal, c'est pas pour toute la vie. C'est important quand ils seront prêts, évidemment, de se lancer dans une démarche justement pour leur permettre de soulager et d'apaiser ces sensations de lourdeur et de paralysie qui est bah, du coup la laxophobie. Et tout ça, c'est pas pour la vie. Il y a des choses à faire. Encore une fois, voilà, ce que je disais, il faut être prêt. Voilà, c'est quand vous serez prêt et c'est pas une fatalité. Voilà, ça sera mes deux mots. Voilà, Dans c'est ça. Ce dans n'est le pas tas. une fatalité. Non, mais c'est vrai. On essaye, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire nous à notre échelle, c'est que on est passé par là, et donc on creuse le sujet un maximum pour essayer de faire en sorte que le plus de personnes possible puissent aussi ressentir un petit peu plus de mieux-être dans leur vie, même si des fois c'est pas à 100%, mais je veux dire, si on passe on est à 20% où on se sent bien contre 80% de vie où on se sent pas bien et que finalement on arrive à faire bouger le curseur de plus en plus, ben voilà, ça c'est aussi. Ça donne de belles victoires sur la vie. Et puis, dans tous les cas, même si voilà, il y a des questions à poser en supplément, elles peuvent se poser aussi en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, hein, parce que voilà, Mathilde ou comment on pourra y répondre. Et puis, je pourrais même te solliciter s'il y a une question qui est beaucoup plus spécifique à la rigueur. Et puis, comme ça, je donnerai sa réponse. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et puis, je donnerai aussi toutes les informations en barre d'informations pour qu'on puisse te retrouver sur ton site internet, tes réseaux sociaux ce que tu as envie de partager ici, en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel pour ton invitation et pour ce moment d'échange très Ouais, agréable. ouais, c'était très chouette. Merci à toi, Mathilde. Vraiment. Et puis, qui sait, peut-être que je te referai réintervenir parce qu'on aura plein de questions et qu'il faudra continuer un peu le sujet parce que vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vraiment, c'était très, très chouette. Merci à toi.